C'est vous qui nous l'avez suggéré, enfin vous, toi. Il y a quelqu'un en tout cas qui nous l'a suggéré. Lui, un auditeur nous a proposé de faire des hors-séries consacrées au PC et à l'assemblage des PC. Pourquoi pas? Qu'à cela ne tienne, allons-y, tout de go. Et pour en parler, on a avec nous, de ce côté-ci, Marc. Bonjour Marc. Et salut. Puis ici avec moi, il y a également Xavier. Salut Xavier. Salut. On va donc parler assemblage PC. C'est un truc qu'on n'a jamais fait. Ça me fait bien plaisir. Moi, je me rappelle encore à l'époque, quand j'avais 15-16 ans, où je lisais le Vlan avec toutes les petites annonces des processeurs. Oui. Oh oui. Alors, il faut le dire pour nos amis français, le Vlan, c'est un tout de boîte qu'on recevait forcément dans la boîte aux lettres, avec plein de petites annonces, etc. Il y avait des petits encarts. C'est sur du papier, vous voyez, papier journal, quoi, hein, qui pue bien l'encre, machin, etc. On a les doigts tout noirs, avec des petits encarts, avec le processeur, truc muche. On disait, c'est pas cher quand même, hein, mais on n'avait pas les moyens de se le payer. Le processeur à 1000 €. Oui, c'est ça, des trucs complètement... c'était même en francs belges, je pense, tellement c'est vieux. Quoi qu'il, on a dit qu'on parlait assemblage de PC, qui s'y colle, qui commence à parler, qui ouvre le feu. Marc, par exemple. Toujours, évidemment. Alors, de quoi allons-nous parler? On va essayer de structurer ça en quelques points quand même pour essayer de ne pas partir dans tous les sens. C'est un sujet vaste. À l'origine, d'ailleurs, pour la petite histoire, tout ça est parti d'une question qu'on nous a posée sur comment choisir le bon type de RAM. Et on s'est dit, autant faire un truc un peu plus vaste pour... Mais parce qu'on aurait fait ça, on nous aurait dit, oui, d'accord, mais alors la carte graphique. Exactement. Voilà. Donc, commençons par le commencement. Pourquoi est-il intéressant de monter son PC soi-même? Alors, vaste débat, surtout que, comme Xavier me les faisait remarquer très à propos juste avant qu'on commence cet enregistrement, l'un des avantages qui étaient les plus flagrants il y a encore quelques années n'est plus forcément le plus intéressant aujourd'hui, c'était l'argument du prix. Oui. Il y a quelques années, quand on montait son PC, c'est vrai qu'on avait un meilleur contrôle sur le prix. On pouvait choisir des composants peut-être plus adaptés à son budget plutôt que d'aller directement dans une machine qui était vendue telle qu'elle. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les grands constructeurs comme, je sais pas, HP, comme... il y a des tonnes de constructeurs Dell, par exemple Dell, comme Asus même, quelque temps, on sort des machines complètes. Ce sont des machines qui sont calibrées, qui sont bien équipées et qui, proportionnellement, risquent de vous coûter moins cher que la machine que vous allez vous-même. Mais ça ne vous offre pas le contrôle total. Je prends un petit exemple tout simple. Il y a 2 ans, j'avais un PC pour mon fils. C'était un PC très valable, que j'avais déjà un peu gonflé en mettant un peu de RAM en plus, en remplaçant le disque dur par un modèle un peu plus rapide. Est venu le jour où il a été un peu lassé de voir Skyrim tourner à 10 images secondes. Il m'a demandé de lui mettre une carte graphique un peu plus puissante. Il s'est avéré que la carte graphique un peu plus puissante n'était pas supportée, n'était pas fonctionnelle, n'était pas reconnue, et chez HP, n'était plus gérée. Donc, je me suis retrouvé avec devoir lui acheter une nouvelle machine, soit. Donc, voilà. L'un des avantages principaux, c'est que vous allez avoir une machine qui sera évolutive. Oui. Un jour, il faut remplacer quelque chose, c'est facile à faire. Dans une machine que vous achetez tout fait, parfois, c'est pas aussi simple. Parce que ces machines sont souvent construites avec des contraintes qui imposent des choix budgétaires. Oui. Alors, à côté de ça, il y a d'autres choses. Xavier vous en dira autant. On a chacun un peu notre point de vue. Et moi, ce que je trouve, c'est que monter son PC, ça a un côté fun. Oui. C'est quand même quelque part aussi le plaisir de mettre les mains dans le cambouis et d'arriver à avoir une machine. On se rappelle tous, les plus anciens d'entre nous, la première fois qu'on a monté une machine et qu'on a appuyé la première fois pour voir le message du BIOS approuvé, c'est presque le gynéco qui met au monde son premier bébé. C'est juste jouissif. C'est un truc de geek, hein. C'est un truc de geek. C'est un moment sacré, quoi. Oui, mais c'est un truc de geek. Ça peut être un truc de gamer aussi, hein, parce que c'est vrai que ceux qui construisent leur propre machine, souvent, enfin pas souvent, mais en grande partie, sont des gens qui ont besoin de machines puissantes, qui ont choisi la carte graphique qui va bien parce que conseillé pour tel jeu. Je dis pas de bêtises. Hein, non, c'est vrai que le fait de monter son PC soi-même va permettre de pouvoir choisir peut-être le composant auquel vous tenez particulièrement. Pour des gens qui sont dans la musique, par exemple, ils vont pouvoir choisir la carte son qu'ils souhaitent. Un gamer va pouvoir choisir une carte graphique bien précise. Quelqu'un qui travaille pour de la vidéo, il va pouvoir prendre une carte d'acquisition. On va
pouvoir choisir des disques durs qui sont vraiment optimisés pour ce qu'on fait. Donc c'est vraiment la possibilité de choisir ses composants. Et parce qu'il ne trouve pas son bonheur dans ce qui existe déjà. Tout à fait. Mais aussi la possibilité de faire évoluer sa machine, comme l'a dit Marc. Donc on peut très bien acheter des composants et puis parce que pour une question de budget, on va pas acheter tout d'un coup. On va pouvoir rajouter de la RAM par la suite. Ouais. On va pouvoir rajouter un disque dur plus performant par la suite, etc. Et alors l'avantage aussi, on va pouvoir prendre pour certains qui sont soucieux de ça, mais avoir un boîtier qui est plus esthétique. Y en a qui se lancent même dans le tuning de PC. Et tuning, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est pas nouveau, mais sport, il y en a qui vraiment accordent beaucoup d'importance à ça. Et moi, ce qui me plaisait aussi dans le choix de ma tour, c'était étant donné qu'on aime bien mettre les mains dans le cambouis, moi je voulais une tour qui soit très pratique, où on peut assembler le matériel très facilement et qui soit silencieuse. Oui, ça fait partie des critères, voilà. De plus en plus, le silence. On y arrive de plus en plus facilement, je pense. Mais à l'époque, on avait des disques durs qui grattaient bien, on avait les lecteurs CD qui fonctionnaient beaucoup plus, et donc le silence était vraiment... Je me rappelle, il y avait des kits pour calfeutrer son boîtier, sa tour, pour du caoutchouc à mettre... Oui, Marc. Absolument, non, effectivement, les kits de calfeutrage, c'est quelque chose qu'on a connu aussi. Les tours qui avaient des doubles parois isolantes aussi, c'était quelque chose d'assez marrant. Maintenant, derrière ça, il ne faut pas oublier que certains commerces ont compris le concept et vous permettent d'avoir une solution un peu hybride. Et c'est la solution que moi j'ai retenue pour ma dernière machine ici, c'est-à-dire j'ai choisi les composants personnellement, je me suis attaché en disant je veux ça comme processeur, je veux ça comme carte graphique, je veux ça comme type de mémoire, etc. Mais je leur confie le montage, le testing, etc. D'accord. Et je reçois finalement une machine montée, prête à l'emploi. J'ai plus que la sortir de son carton et la brancher. Je n'ai peut-être pas l'excitation de l'avoir montée moi-même, mais je sais que je la sors, je la débranche, ça marche. Enfin, je la branche, ça marche. Et c'est celle que j'ai montée moi quelque part. C'est ça. Ouais. C'est vrai que le temps d'assemblage n'est pas forcément rentable. Hein. Quand on dit qu'on va avoir un meilleur prix, si vous regardez le prix auquel... Il faut voir ça aussi comme un hobby, quoi. Aussi. Si on prend LDLC, pour pas le citer, qui fait des machines sur mesure qui sont pas mal du tout, si vous payez l'assemblage au tarif horaire, c'est pas exorbitant. Je veux dire, si vous le faites vous-même, ça va vous prendre une bonne après-midi. Surtout s'il y a installation de l'OS, etc., et tests et compagnie, ça peut... Enfin, voilà. Il faut voir jusqu'où vous êtes geek. Voilà. Aussi. Mais non, mais c'est vrai que... Oui, quand on a l'habitude, ça prend moins qu'une après-midi, mais je veux dire, la première fois... Allez voir sur YouTube, il y a pléthore de vidéos de gars qui montent leur PC, qui montrent comment monter leur PC eux-mêmes, etc. On voit qu'ils aiment ça, quoi. Et il y en a d'autres qui le font, mais parce qu'ils se sentent un petit peu obligés de le faire, qui poussent sur le bouton, comme tu disais, avec une petite prière, et disent, super, c'est la dernière fois de ma vie que je fais ça. C'est un peu ça l'idée, quoi. De quoi a-t-on besoin pour monter une bonne petite machine ? Avant ça, on va passer sur comment est-ce qu'on doit déterminer la configuration de sa machine. Donc pour moi, c'est la première question qu'on doit se poser avant d'acheter un PC et de choisir ses composants, c'est quels sont les points qui sont importants pour moi dans l'achat de cette machine ? Est-ce que je veux une machine qui soit la plus petite possible parce que je veux la laisser dans mon salon ? Par exemple. Est-ce que je veux une machine qui soit très performante pour les jeux vidéo ? Est-ce que c'est une machine que je vais utiliser pour faire de la musique ? Est-ce que c'est une machine que je vais juste utiliser pour la bureautique ? Besoins, quoi. Ou bien est-ce que je veux simplement la meilleure machine possible dans tel budget ? C'est aussi un critère. J'ai des anciens clients qui me disaient, voilà, moi je veux une machine pour tel budget, fais-moi ce qu'il y a de mieux pour ce prix-là. Et je demandais en général, voilà, c'est plus pour de la bureautique ou pour... c'est surtout du son ou de l'image, parce que sinon je te fais 2 points rouges qui clignotent et mais les grands critères, c'est est-ce que c'est plus pour jouer ou pour travailler ? Est-ce que c'est pour faire un métier spécialisé ? Voilà, pour moi, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. On lisait des magasins, enfin des fournisseurs, entre guillemets, qui fabriquent des machines sur mesure, mais avec, on va dire, leurs idées de ce que devrait être le sur mesure, c'est-à-dire des choix qui leur sont personnels, avec des machines, des fois, qui coûtent rien. Enfin, quand je dis rien, c'est quelquefois le moniteur coûte plus cher, quoi. Je veux dire, on peut se poser la question de savoir quel est le niveau de qualité du truc, mais pour un étudiant, par exemple, qui a pas beaucoup d'argent et qui a juste besoin d'une machine pour taper son mémoire... Si le prix est un critère, mais vous allez prendre une machine avec un processeur pour de la bureautique, faut pas espérer jouer sur la machine, c'est ça, mais il y a moyen d'avoir une très très bonne machine pour faire de la bureautique, mais non pour des prix tout à fait démocratiques. Par contre, pour jouer, là, ça va coûter plus cher. Il va falloir
le jeu, c'est une des choses qui coûte le plus cher. D'accord. Donc bien identifier les besoins, savoir combien on dispose de budget et voir jusqu'où on peut aller. Il y a un plancher en dessous duquel il ne faut pas descendre? Alors, ça dépend si on fait de la bureautique ou du gaming. Pour de la bureautique, je pense qu'on peut trouver maintenant des machines. Mais là, est-ce que les gens sont prêts à nous donner de l'argent avec leurs machines? Alors, pour de la bureautique, moi je dirais, quelqu'un qui veut un PC bureautique, je prendrais dans une des grandes marques, un PC, à moins que vous voyiez vraiment une esthétique particulière. Mais si c'est vraiment le budget qui compte pour de la bureautique, là, il vaut mieux on prend un PC standard, bas de gamme dans une marque comme HP ou autre, et on sera très content. À moins de 500 €, on est tranquille. Maintenant, pour du gaming, moi, j'ai tendance à dire, j'ai fait encore j'ai encore fait une analyse pour un de mes collègues qui voulait un PC pour son fils, et moi je pense qu'en dessous d'un budget de 800 à 1000 € c'est vraiment, il faut pas imaginer prendre un PC de gamer en dessous de ce budget là, c'est mon avis, pour pas être déçu en fait, voilà, parce que sinon la machine va être trop vite dépassée, et je pense qu'il vaut mieux économiser 6 mois de plus, 1 an de plus pour se payer une machine qui va permettre de faire tourner tous les jeux récents sans être frustré que la machine est déjà dépassée. Éviter les frustrations. Marc voulait rajouter un truc là tout de suite. Je disais, Xavier l'a très bien dit, mais le choix de la configuration va parfois se faire aussi au niveau d'un segment précis. Exemple, si vous voulez une machine gamer, vous ne devez pas systématiquement viser pour avoir le maximum au niveau processeur et le maximum au niveau carte graphique et le maximum au niveau RAM. Il y a des compromis à faire. Par exemple, sur une machine de gaming pure, et encore, ça dépend quel type de gaming. Vous allez jouer à Tetris, des jeux qui fraguent à mort, vous allez jouer à des trucs qui sont très exigeants graphiquement, donc des FPS style le dernier Doom, ou des trucs qui sont vraiment très très demandeurs. Axez principalement votre budget sur la carte graphique. Mieux vaut avoir un processeur moyenne gamme, style un Core i5, bien cadencé, et surtout une grosse carte graphique style une GeForce 1070 ou une GeForce 1080. Vous avez une machine qui va devoir être gamer, mais aussi un peu parfois multi-usage. Prenez une carte graphique peut-être un peu moins haut de gamme, style une GeForce 1060, qui suffira déjà pour jouer dans pas mal de jeux en Full HD, et en même temps d'avoir assez de réserve de puissance pour faire un peu de montage vidéo, un peu d'édition, un peu de trucs un peu multimédia. Est-ce que vous avez besoin de jouer en 4K absolument? De nouveau, prenez la carte graphique qui taille. Maintenant, c'est clair, si vous voulez quelque chose d'évolutif, de nouveau, prenez une machine, n'importe laquelle, mais que vous développez vous-même. Parce que sinon, vous aurez toujours un jour peut-être le problème que... Faut pas oublier... Un petit détail, les BIOS, donc le programme de base de l'ordinateur, celui vraiment qui se trouve au niveau, le matériel le plus bas, qui permet de faire tout l'interfaçage entre les composants, le système et le système d'exploitation. Chez les grands constructeurs, les machines fermées entre guillemets, comme Dell, comme HP, etc., ce sont des BIOS maison qui sont beaucoup moins flexibles et beaucoup moins ouverts. C'est ça. Un BIOS classique que vous les trouvez sur une carte mère Gigabyte ou Asus, etc., vous allez pouvoir aller vraiment dans les détails et tuner les choses de manière extrêmement précise. Et ces BIOS, généralement, sont flashables en plus. D'accord. Ce qui n'est pas toujours le cas des BIOS chez les grands constructeurs. Et on va pouvoir même surexploiter, entre guillemets, les composants qu'on a. Ce qu'on appelle l'overclocking, par exemple, pour les processeurs, on va pouvoir les faire tourner un petit peu plus vite. Sans pour autant les faire exploser. Ils sont faits. Exact, et même chose pour les cartes graphiques. Voilà. D'accord. On va rentrer dans peut-être plus de détails, justement. Je le disais, de quoi je repose la question, mais de quoi a-t-on besoin donc, De quoi a-t-on besoin? Alors, la première chose, évidemment, on ne peut pas assembler un PC sans un minimum d'outils. Ah oui, c'est bien de le préciser. Il n'en faut pas beaucoup. On vend généralement des kits J'ai acheté celui-là. Pour vraiment pas cher du tout. À mon avis, vous devez en trouver au MediaMarkt. Sur Internet, on en trouve vraiment pour une dizaine d'euros à tout casser. Mais en gros, ce que vous avez besoin, au minimum, c'est un tournevis en croix, une petite pince éventuellement, et même si vous êtes délicat, il y a moyen de soigner, il y a moyen de faire sans. Et on recommande vivement, comme me l'a fait remarquer Marc, un bracelet antistatique, parce que surtout pour la manipulation du processeur, un raccord du radiateur, de la masse, RAM, c'est pour éviter que l'électricité statique passe dans les... vous endommagez ces composants-là qui sont plus sensibles.
Donc un petit outillage, ça existe sous forme de différents kits, etc. Ça c'est au niveau matériel, au niveau outillage. Alors prenez une table bien dégagée, hein, vous allez avoir besoin de place. Le plus facile est de mettre la tour, de mettre tous les composants qu'on va citer après sur une grande table et d'avoir un peu de place pour assembler tout ça, déballer le matériel. Ne faites pas ça par terre. Non, c'est un mauvais conseil. C'est plein de poussière, alors, un petit bol ou un petit pot pour mettre toutes les vis parce que vous en aurez des vis. Oui, et c'est vite perdu une vis par terre. Voilà. On passe vraiment au matériel peut-être, pur et dur, ou Marc avait un truc à rajouter, je sais pas. Non, on peut passer au matériel. Donc, je te dis, un très très bon outil à avoir aussi, et généralement tout outil d'ailleurs, c'est ça, c'est le couteau suisse. Oui, aussi, par exemple. Le bête couteau suisse, effectivement, avec des tournevis et tout, voilà. C'est vrai que ça fait l'affaire. Ne serait-ce que pour ouvrir une bonne bouteille à la fin du... Exactement, ou bien pour se consoler sur l'avant dans le cours d'eau. Par exemple. Alors, on passe au processeur peut-être. Au niveau du matériel. Alors, la première chose qu'il faut se demander, c'est quel processeur on veut. Oui. Donc, il y a deux grandes familles, il y a les AMD et les Intel. Alors, au niveau du choix, là, je ne sais pas si Marc a de plus en plus d'explications. Moi, je suis plutôt un habitué des processeurs Intel. D'accord. Retenez que pour vraiment des toutes petites solutions, on va être souvent sur la famille Core i3. Pour des applications bureautiques un peu poussées et même des jeux encore raisonnables, on va être sur du Core i5. Et quand on veut vraiment de la performance en termes de calcul, etc., on va passer sur des processeurs de la famille Core i7. Donc la première chose, c'est de choisir son processeur, que ce soit AMD ou autre. Ensuite, ce processeur va avoir un format, un standard qu'on va appeler, qui est le socket, et qui correspond à quoi? En fait, c'est le brochage, c'est ça? C'est, si vous voulez, la façon ou le modèle d'emplacement dans lequel va venir se greffer le processeur. C'est bien ce que j'ai dit, le brochage. C'est vraiment important. Ouais. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a choisi son processeur, on connaît son socket, et à ce moment-là, on va pouvoir aller choisir des cartes mères qui correspondent à ce socket-là. Et là, on va pouvoir encore avoir un plus grand choix qui va dépendre principalement, notamment de la taille de la carte qu'on veut bien se permettre. Si vous voulez un PC qui fait vraiment très très peu de place, vous allez prendre par exemple une carte micro ETX qui est vraiment toute petite, mais qui va avoir du coup moins de ports USB, qui aura peut-être une carte graphique embarquée, mais dans laquelle vous ne pourrez pas mettre une carte graphique séparée. Donc le choix de la carte mère va déterminer notamment le nombre d'extensions que vous allez pouvoir ajouter, par exemple le nombre de disques, le nombre de la capacité de RAM que vous allez pouvoir mettre, le nombre de cartes graphiques, parce qu'on peut parfois mettre plusieurs cartes graphiques, le nombre de ports d'extension, par exemple les fameux ports PCI, et est-ce qu'il y a déjà une carte graphique de qualité, est-ce qu'il y a déjà une carte son de qualité, etc. Donc le form factor en fait de la carte mère est important. Marc. Oui, juste une petite remarque sur la carte graphique. Alors, les cartes graphiques embarquées, par défaut, si vous prenez un processeur Intel, vous avez une carte graphique d'office. Il faut savoir que toutes les cartes mères aujourd'hui récentes, je dirais de moins de 2 ans, embarquent d'office un port HDMI. Et la carte graphique, en fait, se trouve dans le CPU, que ce soit en i3, en i5, en i7. La carte graphique est déjà... Alors, c'est une carte graphique qui est généralement suffisante, plus que largement, pour de la bureautique, même en multi-écran. C'est de la carte graphique qui est largement suffisante pour regarder et pour décoder de la vidéo HD, voire même 4K. Les cartes mères incluent déjà effectivement un chipset de son standard qui est largement suffisant en 5.1 ou 7.1. Et alors, petit détail qui a quand même son point intéressant, c'est que si on veut vraiment une configuration de très petite taille, il existe des solutions encore plus économiques, comme les Celeron par exemple, qui est la gamme low cost de chez Intel, mais pas si low cost que ça, parce que grosso modo, ce sont des processeurs de la gamme précédente, de la génération précédente à la gamme Core i3, mais auxquels on a enlevé un peu de cache, on a enlevé un peu de choses. C'est pas forcément des mauvais processeurs si vous vous cantonnez vraiment à une utilisation de base. Faire vos mails, surfer sur Internet, regarder une vidéo, etc. Ça suffit largement. Ok. Donc, on a le processeur, on a la carte mère. Maintenant, les composants qu'il va falloir choisir, c'est la quantité de RAM qu'on veut, donc les barrettes de RAM qui doivent être compatibles avec la carte mère. Donc là, le plus facile, c'est d'aller sur les sites et de regarder
Il y a par exemple un très bon site de Kingston qui a un moteur de recherche où vous allez sélectionner le modèle de la carte mère et qui va vous donner toutes les barrettes de RAM qui sont compatibles. Parce que en général, il y a des sites qui ont des bons moteurs de recherche, mais c'est là qu'on peut se planter. Oui, parce que la barrette de RAM, c'est un univers un peu parallèle. Il y a des fréquences, il y a des fréquences différentes, il y a des tailles différentes. Vous devez les acheter parfois par paire. Oui. Elles sont appairées, voilà, pour qu'elles fonctionnent bien. Donc, c'est vraiment important de pas se tromper là, et c'est un des points sur lesquels il faut faire vraiment fort attention avec le socket du CPU. Oui. C'est vraiment les deux points où on peut se tromper assez fortement. Je me rappelle, dans le temps, il en fallait un nombre pair de barrettes de RAM, c'est toujours le cas Non, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais parfois elles vont travailler de manière plus performante quand elles sont par paire. Par paire, on m'a dit aussi qu'il en fallait autant qu'il y avait de cœur. Est-ce que c'est une bêtise ou c'est... Non, ça c'est faux. C'est faux, ça n'a rien à voir. Okay. Ça c'est faux. Et l'ordre dans lequel vous allez les placer sur la carte mère a une importance. Ça, il faut lire le manuel de la carte mère pour ça. Oui. Donc ensuite, vous allez devoir choisir un disque dur. Donc là, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous souhaitez privilégier la performance, par exemple, pour les jeux, ou si vous travaillez avec vraiment beaucoup d'accès à des gros fichiers ou beaucoup d'accès à des fichiers simultanément, vous allez partir sur un disque dur SSD. Si c'est plutôt pour faire du stockage de gros fichiers et que vous n'accédez pas spécialement tout le temps, vous allez privilégier l'espace de stockage. Par exemple, si vous voulez stocker un grand nombre de photos ou de musique. Donc là, on va soit prendre un disque dur. Donc, quand vous faites une recherche, vous regardez HDD, soit un SSD, qui est un disque dur où il n'y a pas de tête d'écriture et qui va donc beaucoup plus vite. C'est ce qui est, par exemple, sur les clés USB, c'est un peu la même technologie que les clés USB. Ensuite, vous avez la carte graphique qui soit est embarquée sur la carte mère, comme l'a dit Marc, soit vous voulez une carte graphique plus spécifique, par exemple pour les jeux, ou par exemple pour des architectes qui utilisent des programmes comme AutoCAD et qui doivent faire du rendu 2D ou 3D plus important. Ils ont besoin de cartes graphiques plus performantes et donc le choix de la carte graphique est important. Ensuite, on peut mettre des accessoires comme la carte son par exemple, et il vous faut encore, c'est souvent livré avec la tour. Donc la tour, ça c'est le choix suivant. Une fois qu'on a la carte mère, eh bien on sait dans quel tour elle va pouvoir rentrer, boîtier, et selon le nombre d'emplacements qu'on veut laisser, le bruit, etc., on va choisir son boîtier. La dernière étape, c'est l'alimentation. L'alimentation qui est importante pour pouvoir faire tourner un grand nombre de périphériques. Donc si vous comptez rajouter un graveur, 3 disques durs, donc beaucoup de composants, vous allez avoir besoin d'une alimentation. Si vous avez beaucoup d'accessoires USB également. Plus puissante que une alimentation de base, et certaines alimentations sont très performantes en termes du silence, donc, le niveau sonore. Elles coûtent évidemment plus cher. On a pas parlé, mais quand tu parlais des processeurs, il y a également le refroidissement, non ? Alors, le refroidissement, très souvent, les processeurs sont vendus avec leur ventilateur, mais il est possible, c'est surtout nécessaire quand on commence à faire de l'overclocking, donc on va booster un petit peu son processeur, ou bien si on veut un PC qui soit tout à fait silencieux, on va pouvoir prendre des refroidisseurs liquides, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment quand on veut se lancer de manière un petit peu plus poussée, mais en général, quand on achète un processeur, il est souvent fourni avec le ventilateur. C'est juste une question de bruit. Oui, voilà. C'est un ventilateur standard. On peut trouver des c'est pas le plus silencieux, quoi. Voilà. C'est le plus classique. Et là, du coup, il faut faire aussi attention parce que le refroidisseur peut prendre de la place dans le boîtier. Tout à fait. Donc, la taille des composants détermine aussi les boîtiers. Parce que là, il faut faire attention. Il faut pouvoir encore aller mettre de la RAM sans devoir tout démonter, etc. Est-ce que Marc avait un truc en complément d'information ou un avis sur la question ? Non, pas spécialement. Xavier a vraiment très bien fait le tour. Un petit mot peut-être sur le type de boîtier que vous allez choisir. Alors, effectivement, on est vite tenté de prendre un boîtier imposant, bien aéré, etc. Mais posez-vous bien la question. Est-ce que vous allez monter une machine qui va finalement être dédiée à un type de tâche ou qui risque d'évoluer avec le temps? Dans le premier cas, c'est clair que le boîtier de grande taille a plutôt tendance à être privilégié. Maintenant, n'oubliez pas que qui dit boîtier de grande taille, souvent, va dire boîtier plus cher. Oui. Parce que généralement, ce sont des trucs qui vont de pair. Ensuite, à partir du moment où vous allez vouloir mettre une machine en route, destinée à évoluer,
privilégier d'office une alimentation puissante, une immolation modulaire, une alimentation évolutive. Modulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir une alimentation intelligente. Ce genre d'alimentation est fourni, vous avez le gros bloc d'alimentation et puis vous avez des câbles qui ne font pas partie de l'alimentation de base. Ils sont enfichables ne vont tirer de ne vont tirer de l'énergie de l'alimentation qu'à partir du moment où vous avez quelque chose qui est branché de l'autre côté. Au niveau puissance, bon, pour une alimentation, pour de la bureautique de base, on vous l'a dit, vous cassez pas la tête, prenez une machine toute faite, ça sera plus simple, sauf si vous voulez vraiment taper dans des formats tout à fait particuliers. Et même encore là, par exemple chez Zotac, constructeur qui est très très recommandable, il y a moyen de trouver des toutes petites machines qui font très bien le truc. C'est bien aussi avec les alimentations modulaires, c'est qu'on ne plug que les câbles dont on a besoin pour alimenter l'ensemble, et on n'a pas une araignée de câbles qui traîne dans le boîtier dans tous les sens, quoi. C'est pas mal aussi. Ouais. Exactement. Et alors, au niveau donc des quantités de puissance nécessaires, pour une machine milieu de gamme, comptez 400-500 watts, ça devrait déjà suffire. Pour du bon gamer, comptez 600-700 watts. Pour vraiment la grosse machine avec plusieurs graveurs, avec plusieurs graveurs, graphiques, etc. Ouais. Là, allez directement sur du 1000 watts. Sans compter que si l'alimentation est un peu courte, elle va faire plus de bruit aussi. Le ventilateur va tourner plus, etc. Donc, taper un petit peu au-dessus, bien souvent, ça limite aussi le bruit, non? Je pense. Oui. La majorité des personnes qui nous écoutent, à mon avis, avec une alimentation de 500 watts seront déjà contents. Ce sera parfait. Oui, okay. Et alors, pour la majorité des gens. Sachez que pour les alimentations, il y a des labels. Il y a des labels de qualité qui permettent de s'y retrouver. Alors, et là, je ne me rappelle plus précisément du nom de ce label, mais on vous le mettra. D'accord, ok. Et puis, si vous avez des vieilles alimentations, à l'occasion, on pourra vous faire un tuto pour voir comment on peut les recycler, par exemple, en chargeur de GSM. Parce qu'il y a un excellent 5 volts qui sort de cette petite alimentation. Est-ce qu'on aura peut-être encore des informations à mettre, mais dans un deuxième hors-série consacré au montage? On aura effectivement d'autres petites infos. Ici, c'était vraiment une première approche. Un survol. Pour les gens qui pensent à s'acheter un PC, à quoi ils doivent penser. Et qui n'hésitent pas, c'était pas très compliqué, honnêtement. On va vous garder encore un petit peu en haleine pour la suite. Il y aura un deuxième hors-série consacré au montage de votre ordinateur avec Xavier, avec Marc également. Ce sera très prochainement, c'est promis. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, également vos idées, pourquoi pas. On essaiera d'en tenir compte, pas dans le prochain, parce qu'on va l'enregistrer assez rapidement, mais dans l'avenir, dans un avenir un petit peu plus éloigné, à ce moment-là, on en tiendra compte. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.